en différé. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous sportifs et vous membres de fédération, de prendre part à cette séance d'information dans laquelle nous allons vous présenter notre nouveau décret et toutes les modifications qui en découlent. Je remercie également Madame la ministre Valérie Glatini, qui est parmi nous ce matin également. Et avant de lui passer la parole, je vais vous présenter donc les différentes interventions qui vont avoir lieu ce matin. Donc, vous les voyez ici à l'écran. Alors, si vous avez des questions concernant les différentes interventions, je vous demanderai de ne pas les poser après chaque intervention, mais de les poser dans le chat de cette présentation, puisque nous avons un modérateur derrière qui va collationner les différentes questions afin d'éviter, par exemple, les questions redondantes et de façon ainsi à ce qu'elles soient répondues de façon globale. Donc maintenant, je passe la parole à Madame la ministre et je vous retrouve dans quelques instants. Bonjour à tous, bonjour Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les présidents et les dirigeants de fédérations sportives et puis chers sportives et chers sportifs. Je remercie bien sûr le Dr Dalloz pour cette introduction. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous ce matin, d'abord parce que c'est toujours un plaisir de voir les principaux acteurs du monde sportif francophone, et aussi parce que c'est l'occasion de vous présenter avec l'ONAP bien sûr, donnera toutes les précisions nécessaires, les grandes orientations des changements décrétaux en matière de lutte contre le dopage. Et vous savez sans doute que la raison première qui a conduit à l'adoption du nouveau cadre législatif et réglementaire, il tient en un seul mot, c'est la mise en conformité, puisque l'ONAD, en tant que signataire du Code mondial antidopage, est tenue à différentes obligations. Et la première obligation, c'est de disposer d'un cadre soit en tout point conforme au code ainsi qu'aux standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage. Alors, vous savez qu'il y a une spécificité belge, il y a toujours une spécificité belge. Donc, en Fédération Wallonie-Bruxelles, cette mise en conformité a nécessité l'adaptation ou l'adoption successive de pas moins de 3 instruments juridiques distincts, du plus général au plus particulier, à savoir un accord de coopération, un décret et enfin, l'arrêté d'exécution du décret, nous aimons ça manifestement. Alors aujourd'hui, l'ensemble du cadre juridique antidopage applicable en fédération est désormais entièrement conforme au code et aux standards internationaux de l'AMA. Et je suis heureuse de dire que nous sommes la première entité à avoir atteint cet objectif en Belgique. Et à nouveau, je tiens à remercier chaleureusement l'ONAT parce qu'il y a eu un travail intense qui a été fourni. Et puis, à côté de cet objectif que je mentionnais, celui de conformité, il y a une deuxième préoccupation que nous partageons avec l'ONAT, c'est celle de la sécurité juridique. Vous êtes des acteurs du monde sportif francophone et vous êtes habitués à un cadre juridique qui fonctionnait jusqu'ici et auquel vous répondiez. Et donc, nous avons, autant que faire se peut, conservé les grands principes du précédent décret de 2011. On a conservé ses équilibres, sa structure générale, notamment en termes d'intitulé des chapitres ou encore d'emplacement des articles. Notre objectif, il était clair, c'était assurer cette conformité au code tout en faisant en sorte que la transition soit la plus douce possible pour le monde sportif au sens large. Et M. Magoto, qui est juriste à l'ONAC, bien sûr, pourra vous en reparler tout à l'heure. En ce qui concerne les nouveautés du décret, je laisserai évidemment à l'ONAT le soin de les préciser davantage, mais je voudrais juste insister rapidement sur 2 évolutions majeures. La première, cela concerne la place primordiale et renforcée de l'éducation antidopage. Et vous savez que jusqu'à présent, le programme mondial antidopage qui était mis en place par l'AMA avait surtout été construit et conçu suite à des grands scandales de dopage qui sont survenus à la fin des années 90 dans le monde sportif professionnel. Et donc, ce qui avait été construit, il était dans une logique de contrôle. Et puis, progressivement, grâce au travail de terrain qui a été fourni par les agences nationales et aussi par vous tous, par les fédérations sportives, il y a eu des programmes d'éducation qui se sont développés et un standard international pour l'éducation qui a été adopté par l'AMA. Aujourd'hui, la communauté mondiale antidopage est convaincue de l'importance cruciale de l'éducation, que ce soit en termes de promotion des valeurs telles que le respect, l'honnêteté, le fair play, mais aussi à plus long terme afin de prévenir davantage le dopage dans les années à venir. Et l'ONAD aura l'occasion de vous parler de certains projets qu'elle mène et qui s'inscrivent dans cet objectif, dans cet esprit de travailler sur l'éducation.
Et le deuxième point que je souhaite aborder concerne la proportionnalité. D'aucuns ont fait le reproche au précédent code, et je dois dire ce reproche était peut-être au moins en partie justifié. Donc, d'aucuns ont fait ce reproche de ne pas tenir compte suffisamment d'un principe de proportionnalité. L'échelle des sanctions qui était par exemple prévue dans le code était prévue à l'avance, sans distinction selon le niveau du sportif ou le niveau d'éducation qu'il avait reçu au préalable. Et désormais, il y aura une nouvelle catégorie de sportifs qui a été créée, donc ce sont les sportifs récréatifs. Cette catégorie recouvre à présent presque tous les sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, et cette catégorie va bénéficier d'un régime proportionné et allégé en ce qui concerne la charge de la preuve et les sanctions. Et ce sont là, je pense, de réelles avancées. Sans entrer dans les détails, je voulais juste attirer votre attention sur d'autres points qui me paraissent également importants, comme le maintien des droits des sportifs ou des possibilités pour eux de fournir des explications, que ce soit en matière de contrôle, d'enquête ou d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Un autre point important que je ne développerai pas, mais je le mentionne, c'est le maintien des équilibres entre les différents acteurs de l'antidopage. Et enfin, un dernier point, c'est le droit préservé pour tout sportif soupçonné de dopage de pouvoir être entendu par une instance disciplinaire indépendante, à savoir la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage. Voilà, je pense que l'ONAD aura l'occasion de développer ces points ou de répondre à vos questions dans les prochaines minutes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès et bien sûr beaucoup de plaisir dans vos activités sportives. Merci à tous. Merci Madame la Ministre. À moi donc de revenir vers vous et de vous présenter ou de faire quelques rappels concernant des choses importantes que vous connaissez déjà, mais qu'il nous semblait important de revenir sur le sujet. Et là, je peux avoir la diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, tout d'abord, nous allons revenir sur certaines définitions de façon à ce qu'elles soient bien claires pour tous, parce que ces définitions, enfin en tout cas ces groupes cibles et ces sportifs d'élite ont un peu été modifiés avec la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur. En effet, pour rappel, nous avons des sportifs d'élite qui constituent un groupe cible et nous avons un RTP. Alors pour être bien clair et pour donc reclarifier tout pour tout le monde, les sportifs d'élite, ce sont les sportifs de catégorie A, B et C. Vous allez me dire, il en manque une, les D. Eh bien non. En fait, la réforme qui est entrée en vigueur a fusionné les anciennes catégories A et B, ce qui fait que les sportifs de catégorie B, donc d'ancienne catégorie B, à savoir les boxeurs, les nageurs, les judokas, sont passés en catégorie A. Ce qui fait que donc les catégories B sont les anciens C maintenant, donc ce sont les sportifs qui font partie d'une équipe, et la catégorie C sont les anciens D. Alors donc, les sportifs d'élite, ce sont bien les catégories A, B et C. Quand vous êtes sportif de haut niveau à l'ADEPS, vous n'êtes pas sportif d'élite. Il faut savoir que pour être sportif d'élite, vous devez recevoir un courrier de l'ONAD vous stipulant que vous êtes sportif d'élite. Et pour être sportif d'élite, vous devez répondre à l'un des 4 critères qui sont présents à l'écran. Vous devez participer régulièrement à des compétitions de niveau international, ou votre activité doit être une activité rémunérée de façon principale, ou vous avez participé dans les 12 derniers mois aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Coupe du monde ou Coupe d'Europe, ou en ce qui concerne les équipes, vous faites partie d'une majorité d'équipes pro dont les sportifs qui composent ces équipes répondent à un des 3 critères que j'ai énoncés avant. Alors, à ce moment-là, vous avez reçu le courrier de l'ONAD, vous êtes A, B ou C. Si vous êtes A, B, vous faites partie à ce moment-là du groupe cible. Ça veut dire que vous avez des obligations. Nous reviendrons plus tard concernant ces obligations. Et puis alors, si vous êtes A, à ce moment-là, vous faites partie du RTP. C'est ce qui s'appelle le testing pool enregistré, c'est-à-dire qu'en plus des obligations, vous avez la chance d'avoir le fameux time slot, donc cette tranche horaire d'1 heure chaque jour que vous devez nous communiquer, mais nous allons y revenir dans la diapositive suivante. Alors, qui dit sportif d'élite dit obligation, évidemment. Une décision pareille n'arrive pas sans obligation.
Alors, première obligation, c'est de communiquer avec l'ONAD. Sachez qu'en tant que sportif, vous recevez régulièrement des mails de l'ONAD. Si vous recevez un mail de l'ONAD, dites-vous que ce n'est pas juste un mail pour vous dire bonjour et vous demander comment vous allez. Ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas à vous, mais on limite nos communications dans la mesure où ça ne sert à rien de vous inonder avec des mails de notre part. Donc, si vous recevez un mail de notre part, prenez la peine de l'ouvrir et de le lire jusqu'au bout. C'est que celui-ci contient des informations importantes que nous avons jugé bon de vous communiquer. Sachez également que si vous recevez une convocation, une demande d'information de l'ONAD, vous êtes tenu d'y répondre et d'y répondre rapidement dans les délais qui seront fixés dans le courrier ou dans le mail que vous recevrez de notre part. De même, si vous avez des problèmes, que ce soit avec ADAMS ou avec toute autre procédure de l'ONAD, n'hésitez jamais à communiquer avec nous. Parce que bien évidemment, la communication va dans un sens, mais elle va également dans l'autre. Donc, certes, nous vous demandons des choses, mais vous êtes en droit également de nous en demander. Si vous avez des problèmes avec un traitement médical, avec des médicaments, n'hésitez jamais à poser une question à l'ONAD. Nous serons là et nous y répondrons le plus rapidement possible. Alors, cette obligation de communication, elle vaut pour tous les sportifs d'élite, donc la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. Une autre des obligations qui vaut pour ces trois catégories, ce sont les AUT. Je vous rappelle que les AUT doivent être demandés de manière proactive, c'est-à-dire 30 jours, logiquement, avant la prise des médicaments. On essaye de faire le plus rapidement possible pour octroyer les AUT, mais le délai légal prévu par l'AMA, c'est 30 jours avant. Bien évidemment, si c'est dans le cadre d'une urgence vitale, le délai de 30 jours tombe. Il est possible à ce moment-là de prendre le médicament directement et d'introduire a posteriori la demande d'AET, mais il faudra prouver qu'il y a réellement urgence vitale et que donc vous n'avez pas pu introduire votre demande en temps et en heure. Je vous rappelle qu'une demande d'AUT qui est introduite dans son dossier médical est une demande d'AUT qui est totalement irrecevable. Je ne sais rien faire avec une demande d'AUT si on ne me dit pas et qu'on ne me donne pas les raisons médicales pour lesquelles vous devez obligatoirement avoir recours à cette substance qui est interdite. Donc faites en sorte que le dossier de demande d'AUT que vous introduisez soit complet directement. Ça nous évitera un échange de courrier, ça nous évitera également d'allonger les délais parce que une fois sur trois, les dossiers que nous recevons sont incomplets. Et donc, bon, moi, je vous renvoie à ce dont j'ai besoin, mais bon, vous allez peut-être devoir reprendre un rendez-vous chez un médecin spécialiste pour dire d'avoir les documents dont nous avons besoin, et donc cela allonge les délais. Donc faites bien attention. Si vous ne savez pas ce que vous devez joindre à votre demande d'AUT, sachez que sur notre site dopage.be, dans l'onglet autorisation, il y a des checklists qui reprennent pour différentes pathologies, et donc les pathologies les plus courantes, tous les documents dont nous avons besoin. Et si malgré tout vous ne savez pas, eh bien vous nous envoyez un mail, vous nous téléphonez, mais de grâce faites en sorte que les demandes d'AUT arrivent de manière complète. Ça sera plus rapide pour vous et plus facile pour nous. Donc, communiquer et les AUT, ça concerne tout le monde. Maintenant, une particularité qui concerne vraiment à ce moment-là le groupe cible, donc les catégories A et B, ce sont les fameuses localisations, donc les fameux whereabouts, pour lesquels nous vous rappelons tout le temps qu'il est important de faire des mises à jour. Je vous rappelle que les mises à jour doivent être faites avant que l'activité commence, c'est-à-dire avant que les étiquettes ne commencent. Pour rappel, quelles sont les étiquettes que nous attendons de vous? Ce sont vos étiquettes d'hébergement, les fameuses étiquettes orange, les étiquettes d'entraînement, les étiquettes jaunes et les étiquettes de compétition, les étiquettes vertes. Ne les oubliez pas, les étiquettes vertes, parce que nombre de manquements tombent en début de semaine parce que des sportifs ont participé durant le week-end à des compétitions et ont omis de les renseigner sur ADAMS. Et donc, il s'avère que nous, lors des vérifications, nous nous rendons compte que les données transmises par ADAMS sont incomplètes et ce sont alors de jolis manquements aux informations qui vous sont transmises. C'est un peu dommage alors que vous avez la possibilité donc d'opérer ces modifications en tout temps puisque une interface via les smartphones est disponible également. Alors, si vous êtes blessé et donc que vous ne vous entraînez plus ou que vous n'avez plus de compétition, ça ne veut pas dire que vous ne complétez plus ADAMS. À ce moment-là, vous devrez compléter avec les fameuses étiquettes grises, qui sont les activités régulières,
et nous mettre à la place des entraînements, donc des plages horaires qui nous permettent à nouveau de vous contrôler. Et puis, alors, une petite particularité pour les sportifs de catégorie A, n'oubliez pas évidemment que vous êtes soumis au time slot, donc faites bien attention. Pour les anciens B, donc natation, judo, boxe et autres, donc qui étaient anciens B, vous devenez catégorie A à partir du trimestre prochain, c'est-à-dire que la notion de time slot va s'imposer à vous, c'est-à-dire que pour chaque jour, vous devrez donc mettre 1 heure pour lequel vous devrez rester disponible pour les contrôles antidopage. Je rappelle à ceux qui utilisent déjà le time slot, donc les anciens A, et une information pour les futurs A, le time slot ne peut jamais être mis sur l'étiquette d'hébergement, à savoir l'étiquette orange. Alors, je sais que Adams a des failles, je sais que de temps en temps, Adams tombe en panne et que vous ne savez pas faire vos mises à jour. Alors, à titre exceptionnel, quand Adams tombe en panne, il vous est possible de nous envoyer un mail sur notre adresse Adams, mais de grâce, mettez bien une saisie écran pour bien nous prouver que vous n'avez pas eu la possibilité d'introduire vos données via la plateforme en ligne. Alors, il y a également d'autres obligations qui, cette fois, s'imposent aux fédés. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous de façon proactive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas spécialement attendre un mail de notre part chaque trimestre pour nous dire que vous avez des sportifs qui entrent dans les critères et qui donc doivent être soumis à la localisation, par exemple, et qui peuvent donc entrer dans le groupe des sportifs d'élite. Donc, soyez proactifs. Soyez proactifs pour les faire entrer et soyez proactifs aussi pour nous informer si des sportifs ne répondent plus aux critères. Donc, n'hésitez jamais, n'attendez pas spécialement le mail qui va arriver chaque trimestre. Vous pouvez nous envoyer un mail en cours de trimestre pour nous donner ces informations-là. Pensez également à nous communiquer des modifications de contact. Il n'est pas rare que nous envoyions des mails ou des courriers à des présidents qui ne sont plus présidents, à des personnes qui sont décédées, à des référents dopage qui ne sont plus dans votre fédération ou qui ne sont plus référents dopage. Donc, tenez-nous informés et n'attendez pas de recevoir un courrier adressé à une mauvaise personne pour nous dire que telle ou telle personne a été remplacée dans votre fédération ou que la personne référente en matière de dopage a changé. Donc, communiquez aussi de grâce toutes ces informations à l'ONAD de façon à ce que les fichiers soient tenus à jour et que l'information arrive le plus rapidement possible à la bonne personne. Il est important aussi de nous donner le référent à FedAccès. Je reviendrai après sur FedAccès pour ceux qui ne connaissent pas qui est FedAccès, mais il faut aussi que nos fichiers soient conformes pour l'interface FedAccès. Alors, je reviens sur une de mes marottes, le local de contrôle antidopage, parce que, je vous rassure, les contrôles se passent de mieux en mieux et ça devient rare qu'on ait des soucis avec le local qui est mis à disposition par l'organisateur sur place, mais ça arrive encore. Donc, je préfère prévenir que guérir et de vous rappeler les critères que nous attendons par rapport à ce local de contrôle. Si vous n'arrivez pas à retenir tous les critères, sachez qu'on a créé une fiche pratique sur le site dopage.be sur lequel vous pouvez créer un lien vers la fiche pratique ou que vous pouvez télécharger sur votre site web et même diffuser vers vos clubs de façon à ce que ces clubs sachent exactement, quand ils vont voir arriver un contrôle, ce qu'on attend d'eux. Alors, pour rappel, concernant ces locaux de contrôle, sachez qu'un local de contrôle est réservé exclusivement au contrôle antidopage. Donc, réfléchissez bien, si vous mettez l'infirmerie de l'infrastructure pour le contrôle antidopage, si vous avez un blessé qui arrive, il ne pourra pas entrer dans l'infirmerie. Le local sera bloqué dès le départ pour le contrôle antidopage, il sera bloqué jusqu'à la fin de la procédure. Donc, réfléchissez bien au local que vous désignez comme local de contrôle antidopage. Alors, idéalement, le local sera situé à maximum 500 mètres. Je sais que pour certains sports en extérieur, il est parfois difficile d'avoir un local situé dans les 500 mètres du point d'arrivée. Donc, ça a été aménagé et donc on vous autorise d'avoir un local plus loin que les 500 mètres, mais à une petite condition, c'est-à-dire que l'organisateur prévoit un système de navettes pour pouvoir véhiculer les sportifs désignés, leurs accompagnateurs et évidemment le chaperon qui accompagne chaque sportif, du point d'arrivée vers le local de contrôle. Donc, c'est une amélioration qui a été faite, mais ce système de navette est à charge de l'organisateur. Sachez également que le local de contrôle est uniquement autorisé au personnel de l'ONAD
plus quelques exceptions, comme par exemple un représentant de la Fédération internationale, mais toute personne extérieure, en ce compris la presse évidemment, ne pourra entrer dans le local de contrôle antidopage. Il doit être sûr, ce local de contrôle. Ça ne doit pas être un truc qui ne ressemble à rien. Il doit respecter l'intimité, la confidentialité et la sécurité, aussi bien des sportifs que du personnel de contrôle et du matériel de contrôle. Donc faites en sorte, par exemple, que le local qui est mis comme local de contrôle puisse être fermé à clé. Si ce n'est pas le cas, nous mettrons quelqu'un de faction devant la porte de façon à être certain que personne n'entre dans ce local de contrôle. Il devrait être assez grand. Ne nous mettez pas un local à balai. Il faut qu'on ait quand même la possibilité d'avoir une table, suffisamment de chaises par rapport aux personnes qui seront dans le local de contrôle, une poubelle et idéalement un accès direct à des toilettes. Si ce n'est pas possible, il faudra que les toilettes soient relativement proches du local de contrôle, mais une fois de plus, les toilettes qui sont mises à disposition pour les contrôles antidopage ne seront utilisées que pour les contrôles antidopage. Donc le public, l'organisation ou autres personnes ne pourront plus avoir accès à ces toilettes qui seront uniquement autorisées pour le contrôle antidopage. Prévoyez également une salle d'attente ou un couloir, le couloir dans lequel se trouve la porte du local de contrôle, avec des chaises, de façon à ce que les chaperons et les sportifs qui ont été convoqués puissent attendre leur tour au local de contrôle. Enfin, petit rappel, pensez également que si dans les sportifs, il y a des sportifs porteurs de handicap, et je pense essentiellement aux sportifs porteurs de handicap moteur, n'allez pas mettre un local de contrôle au premier étage s'il n'y a pas un ascenseur ou un moyen prévu pour pouvoir permettre à ces sportifs de rejoindre le local de contrôle. Et enfin, un point très important, je vous rappelle que tout organisateur qui accueille un contrôle antidopage est tenu de mettre à disposition des bouteilles d'eau. Alors ces bouteilles d'eau, ça doit être des bouteilles d'eau sécurisées, idéalement donc des bouteilles en verre capsulées, mais ça peut être un pack d'eau encore fermé. Il n'est pas question d'avoir des bouteilles d'eau qui ont déjà été vidées et qui sont remplies au robinet de la buvette. Ce sont des bouteilles d'eau qui ne peuvent pas encore avoir été utilisées. Et donc, l'organisateur est tenu de les mettre à disposition du contrôle antidopage de façon à pouvoir permettre aux sportifs de s'hydrater. Alors, je reviens maintenant à fait d'accès. C'est peut-être un rappel pour certains, c'est peut-être une découverte pour d'autres. Sachez, vous avez peut-être déjà vu sur dopage.be ce bouton en page d'accueil, donc ce pavé. Ce pavé permet, quand on clique dessus, d'accéder à un fichier sécurisé renfermant tous les sportifs qui sont en période de suspension. Faites attention que si vous acceptez dans une de vos compétitions un sportif qui est repris sur cette liste parce que vous n'avez pas été la consulter de façon proactive, vous êtes passible de sanctions également puisque vous ne pouvez normalement pas accepter des sportifs qui sont en période de suspension. Alors, de nouveau, faites attention, normalement, vous devez, vous, fédération, avoir 2 personnes de référence pour cet accès à fait d'accès. Il n'est pas rare que certaines personnes décédées aient toujours accès à ceci, donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une personne dans votre fédération qui a accès, ou même nous avons encore des personnes qui ont quitté certaines fédérations qui ont toujours accès, ce qui n'est pas normal puisque c'est limité exclusivement à 2 personnes de fédération. Donc, un mail va vous être envoyé afin de vérifier que les personnes que nous avons sur nos fichiers sont toujours les bonnes personnes. Alors, je sais que pour l'instant, quand on se log à fait d'accès, l'interface n'est pas des plus top. Sachez que nous travaillons actuellement sur une mise à jour et que vous recevrez un mail dès que l'interface fait d'accès aura fait peau neuve et sera, dans ses nouveaux habits qui seront beaucoup plus acceptables. Alors, 2 nouveaux pavés qui sont apparus sur la page d'accueil de notre site web. Un plus ancien, le témoin d'un fait de dopage, qui est apparu lors de la précédente réforme, mais nous n'avons malheureusement pas eu, à cause de la crise sanitaire, l'opportunité de vous le présenter. Mais également un deuxième qui est tout nouveau puisqu'il est apparu hier. Donc, vous le découvrez en avant-première. J'aurais préféré qu'il n'apparaisse jamais, mais malheureusement, il a dû apparaître. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sachez que ces 2 pavés sont des obligations du code. Donc, nous avons été obligés par le Code mondial antidopage, d'une part, de faire ce pavé permettant aux lanceurs d'alerte de nous informer
d'informations concernant des faits de dopage, mais également pour les sportifs d'élite suspendus. Le but de l'AMA était de tendre à plus d'égalité entre les sportifs et les participants, donc en mettant ces points d'accès visibles sur les sites web des différentes agences. Alors, sachez que les différents contenus de ces deux pavés ont été soumis à l'APD et donc répondent entièrement au RGPD. Alors, nous n'avons pas été la fleur au fusil, donc le contenu a été validé avant d'être mis en ligne. Alors, que renferme le pavé témoin d'un fait de dopage? En fait, il renferme actuellement un questionnaire qui est relativement long, je vous l'accorde, il fait plus de 6 pages, il permet à des personnes, sportifs, non sportifs, personnes extérieures qui seraient au courant de faits de dopage, de les dénoncer de façon anonyme ou non. Sachez que ce questionnaire relativement long est en cours de révision et que dans les prochaines semaines, ce questionnaire devrait être revu nettement à la baisse, de façon à ne pas rebuter les gens à vouloir nous donner des informations, parce que c'est vrai qu'un long questionnaire, chaque fois qu'on fait page suivante, à un moment, on en a un peu ras-le-bol de répondre à plein de questions, donc on va nettement le simplifier de façon à le limiter aux informations importantes pour nous. Sachez que des sanctions sont possibles en cas de fausse déclaration. Donc, si ce sont des déclarations dans un but malveillant, des sanctions ont été prévues de façon à faire en sorte de punir certaines personnes qui auraient tendance à donc informer, à transmettre de mauvaises informations dans un but de malveillance. Et enfin, donc, le bouton, le pavé qui est apparu hier, donc, ce sont les sportifs d'élite suspendus. À défaut de vous aviez déjà fait d'accès qui lui renferme tous les sportifs suspendus, mais là c'est sur une interface sécurisée. Mais l'AMA estime que les sportifs d'élite, eux, doivent être mis non pas dans une interface sécurisée, mais doivent être accessibles à tous sans login et password. Et donc ce pavé a été activé hier parce que malheureusement un de nos sportifs d'élite est suspendu, et donc nous avons dû le faire apparaître sur l'écran d'accueil de notre site web. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez sous ce pavé? Vous retrouvez le nom, le prénom, la discipline, la violation qui a été faite par ce sportif, les éventuelles substances pour lesquelles il a été suspendu, et bien évidemment la période de suspension qui lui est imposée. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Maintenant, je vais passer la parole à Julien, qui lui va donc vous décrire toutes les modifications qui arrivent. Bonjour à toutes et tous. Merci à Anne, bonjour à Madame la Ministre, bonjour à toutes et tous au sein des fédérations et bonjour aux sportifs. Je suis aussi très heureux de vous voir aujourd'hui et j'aimerais bien, si possible, qu'on puisse passer aux premières dia. Voilà. Donc, au niveau des textes juridiques qui, quelque part, s'appliquent en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a deux conventions internationales. On a la convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 16 novembre 1989. Le Conseil de l'Europe, c'est un petit peu, même pas un petit peu, c'est le défenseur des droits de l'homme. Et finalement, cette convention, c'est un petit peu ça. C'est un peu l'application des libertés et des droits de l'homme à l'antidopage. Donc, c'est une convention très importante de 1989. La deuxième convention, c'est la convention, cette fois mondiale, de l'UNESCO, qui, en fait, est l'instrument juridique international par lequel le code a été rendu obligatoire et contraignant au sein des États, et donc applicable et contraignant aussi pour les organisations nationales antidopage avec leurs obligations de conformité. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment le code, c'est vraiment la Bible, c'est vraiment l'instrument juridique principal qui articule la politique mondiale antidopage, et donc que les États doivent transposer et que les ONAD et les fédérations internationales doivent respecter. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on a donc les deux principaux instruments. D'abord, le décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage,
et ensuite son arrêté d'exécution du 16 décembre 2021. Avant de passer vraiment au développement et aux explications sur les principales modifications en tant que telles, un petit rappel des grands principes du décret de 2011, mais qui sont restés avec le décret de 2021. Bien, ces grands principes, Madame la ministre en a parlé tout à l'heure, ils sont restés dans un objectif de sécurité juridique. Par exemple, en ce qui concerne les objectifs sont restés les mêmes pour le décret et pour la lutte antidopage en général. Le premier objectif, c'est en matière d'éthique, d'équité sportive, de fair play, mais aussi de protection de la santé des sportifs et de l'égalité entre les sportifs et les participants. Ce sont les trois objectifs majeurs qui restent, bien évidemment. Au niveau des acteurs du décret, les acteurs impliqués par le décret, on a évidemment toujours les fédérations sportives, mais aussi les clubs sportifs, les sportifs eux-mêmes, amateurs et élites, Madame Dalloz en a parlé tout à l'heure. On a l'ONAD Communauté Française, notre entité, qui est compétente pour l'éducation, les contrôles et les enquêtes, et en matière de suivi pour les sportifs d'élite. Et la CIDD, la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage, qui est l'instance compétente en Communauté française pour traiter tout cas de dopage, tout fait de dopage pour lequel il y a eu une notification et une allégation de violation des règles antidopage par l'ONAD. Donc la CIDD est toujours compétente sur le plan disciplinaire en Communauté française. Au niveau du contenu du nouveau décret de 2021, qui reste par rapport à celui de 2011, on a bien évidemment un chapitre important, au début du décret d'ailleurs, consacré à l'éducation, chapitre qui a évidemment été renforcé. On a également une partie qui concerne les 11 violations des règles antidopage, il y en a désormais 11. La violation la plus connue, c'est évidemment l'usage de substances interdites, mais au total, il y a 11 violations et je vous parlerai tout à l'heure de la 11e qui vient d'apparaître avec le nouveau code et le nouveau décret. On a aussi la partie relative aux AUT, aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Madame Dalloz en a parlé tout à l'heure, donc évidemment cette partie-là reste, avec une distinction sportive d'élite qui doivent rentrer l'AUT de manière anticipative, alors que les sportifs amateurs peuvent, eux, rentrer leur AUT de manière rétroactive. C'est la grosse distinction entre les deux. On a une partie relative au contrôle qui a été un petit peu développée. On a toujours une partie relative aux enquêtes que l'organisation antidopage peut mener. Elle dispose d'un pouvoir d'enquête. Ça, c'est une modification qui date de 2015. C'est évidemment toujours d'actualité et ça a même été renforcé parce que l'AMA s'est rendu compte que les contrôles en tant que tels étaient évidemment une bonne arme, mais que les enquêtes permettaient aussi, par des éléments non analytiques, de monter des dossiers qui parfois peuvent mener à des violations des règles antidopage, d'abord à un suivi disciplinaire et ensuite à une sanction. Cela nous est déjà arrivé au niveau de l'ONAD. On a toujours une partie relative aux sportifs d'élite et à leurs obligations en matière de localisation. De nouveau, le docteur Dalloz en a parlé tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, je vous reparlerai un petit peu du changement de catégorie à nouveau. Et alors, enfin, on a une dernière partie dans le décret relative aux sanctions. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau disciplinaire, c'est bel et bien la CIDD qui est toujours compétente en Communauté française et qui prend les sanctions sportives, qui sont les sanctions du Code mondial antidopage. Mais on a aussi une partie qui nous permet, lorsque, par exemple, une fédération ou un organisateur a manqué à ses obligations, de mener une procédure administrative qui peut mener à l'infliction d'amendes administratives. Pour les principales modifications du décret 2021 à présent, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, il y a un véritable focus qui est mis sur l'éducation. Il y a effectivement un nouveau standard sur l'éducation qui a été adopté par l'Agence mondiale antidopage en même temps que le code. Donc ça devient vraiment une priorité. Auparavant, effectivement,
c'était d'abord une logique de contrôle qui avait été mise en place par l'Agence mondiale antidopage, mais désormais, l'éducation vient vraiment au centre des priorités et on s'en réjouit au niveau de l'ONAD notamment. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a aussi évidemment ce prolongement de ce développement du pan éducation. Et ma collègue Elisa vous le dira tout à l'heure, elle va vous en dire plus sur ce qui est mené en matière de prévention et d'éducation. Mais en résumé, on va vraiment encourager les fédérations et les sportifs à participer encore davantage aux activités de prévention et d'éducation et aux programmes d'éducation de l'ONAD. L'autre grande modification, Madame la ministre l'a également abordée, c'est la consécration du principe de proportionnalité dans le décret. En fait, le principe de proportionnalité, nous l'appliquions déjà dans la pratique, mais désormais, il est dans le décret, notamment en ce qui concerne les contrôles, et ce principe est pris en compte notamment en fonction du niveau du sportif, et ça va être déterminant, par exemple, pour les modalités des contrôles. On ne va pas contrôler un sportif amateur récréatif de la même façon qu'on pourrait le faire ou on peut le faire pour un sportif d'élite. Même si le principe, c'est que nous pouvons contrôler tout sportif à tout moment et à tout endroit, eh bien, via ce principe de proportionnalité, si vous voulez, c'est un petit peu un garde-fou qui est consacré dans les textes pour dire qu'il est tenu compte du niveau du sportif pour appliquer notamment ces différents contrôles et leurs modalités en fonction de ce niveau, par exemple. Au niveau des non, s'il vous plaît, je voudrais, voilà. Au niveau des sanctions, il y a effectivement aussi une modification qui tient en compte ce principe de proportionnalité. C'est cette nouvelle catégorie de sportifs, les sportifs récréatifs, qui va concerner la toute grande majorité des sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Finalement, et en résumé, c'est à peu près tous les sportifs, sauf les sportifs d'élite. Donc les sportifs d'élite, c'est ceux qui ont vraiment reçu une notification de notre part selon laquelle ils faisaient partie du groupe cible, ils étaient sportifs d'élite. Mais sinon, la toute grande majorité des sportifs seront sportifs récréatifs. Un exemple de quelque part de cette proportionnalité des sanctions pour eux, c'est que s'ils parviennent dans un cas disciplinaire à démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute ou de négligence significative, par exemple en cas d'usage d'une substance interdite et qu'ils parviennent à faire cette démonstration, qu'ils n'ont pas commis de faute ou de négligence significative, eh bien dans ce cas-là, leur échelle de sanction, elle sera de la réprimande à 2 ans de suspension, alors que pour les élites, on est plutôt dans une échelle de 2 à 4 ans. Donc ça vous montre un petit peu le type de sanction proportionnée qu'il y a pour cette catégorie de sportifs. Au niveau de la simplification des catégories des sportifs d'élite, Madame Dalloz en a parlé, on était au départ avec 4 catégories, A, B, C et D, et à partir du 1er avril 2022, vous allez recevoir, pour les sportifs concernés, vous allez recevoir une notification officielle de notre part pour acter ce changement de catégorie. À partir du 1er avril 2022, il n'y aura plus que 3 catégories. Ceux qui étaient auparavant A, exemple, cyclisme et athlétisme longue distance, restent en A. Pour eux, il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'impact. Par contre, pour ceux qui anciennement, et qui sont toujours actuellement, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la notification, en B, exemple, judo, natation, boxe, ils vont passer en catégorie A. Leurs obligations principales en matière de localisation vont rester, mais une vient s'ajouter. C'est donc l'obligation de renseigner également un time slot, un créneau horaire de 60 minutes, durant lequel les sportifs doivent être disponibles pour se soumettre à un éventuel contrôle. Autre précision, les manquements des sportifs qui étaient et qui sont toujours pour le moment en catégorie B et qui vont passer en catégorie A ne vont pas être comptabilisés parce que sinon ce serait un petit peu une double sanction. Ils vont changer de catégorie, ils vont avoir une obligation en plus et si leur manquement en B était comptabilisé, il serait déjà un manquement alors que pour un sportif de catégorie A, 3 manquements en l'espace de 12 mois, c'est assimilable à des faits de dopage et 2 manquements en l'espace de 12 mois,
c'est une sanction administrative de 250 €. Donc, c'est pour cette raison que les B qui vont passer en A verront leurs précédents manquements en B ne seront pas comptabilisés en A. Donc, c'est important de le préciser. Pour les sportifs qui actuellement sont en catégorie C, les sports d'équipe, football et basket par exemple, ils vont passer en catégorie B. Pour eux, les obligations de localisation restent les mêmes, ils n'ont pas encore de time slot. Par contre, ce qui change, ce sont les conséquences possibles en cas de manquement. Lorsqu'ils étaient C, il fallait qu'ils commettent finalement 6 manquements pour se retrouver en catégorie A. Ici, en tant que sportif de catégorie B, s'ils commettent 3 manquements en l'espace de 12 mois, ils passent en catégorie A. Du coup, ils devront renseigner un time slot et en catégorie A, s'ils commettent 2 manquements en l'espace de 12 mois, 250 € d'amende et 3 manquements en l'espace de 12 mois, à ce moment-là, c'est un dossier disciplinaire avec une sanction potentielle de 1 à 2 ans de suspension. Donc, ça renforce l'idée selon laquelle il va falloir être encore plus vigilant pour les anciens B qui vont passer en A, évidemment, mais aussi pour les anciens C qui vont passer en B, par rapport à la mise à jour, notamment de leurs données de localisation, s'assurer qu'elles sont bien réelles, actualisées et exactes. Aussi, pour les C qui vont passer en B, c'est la même règle que pour les B qui vont passer en A. Les précédents manquements en C ne vont pas être comptabilisés pour qu'on ne comptabilise pas en double, quelque part, des manquements alors qu'ils faisaient partie de l'ancienne catégorie C. Pour l'ancienne catégorie D, là, c'est juste la lettre qui change. Ils passent en catégorie C, vu qu'il y a désormais plus que 3 catégories, mais leurs obligations en termes d'AUT, donc le fait de devoir rentrer une AUT de manière anticipative, reste exactement la même. Donc, c'est juste la lettre qui change pour l'ancienne catégorie C devenue catégorie C. L'ancienne catégorie D, pardon, devenue catégorie C. Toujours dans les principales modifications, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il y a donc une nouvelle violation des règles antidopage. Quelle est-elle? Ce sont en fait des menaces, des intimidations ou bien des actes de représailles à l'égard de personnes qui vont signaler, par exemple, des faits de dopage. Finalement, donc, le but, c'est de protéger des lanceurs d'alerte, des personnes qui rapportent des faits de dopage et qui, quelque part, aident les autorités antidopage à lutter contre le dopage. Donc, c'est pour protéger ces lanceurs d'alerte. Au niveau des sanctions, ça va de 2 ans à une suspension à vie en fonction de la gravité de la violation. Quand on voit suspension à vie, on vise évidemment les cas les plus graves et l'exemple qui nous vient évidemment à l'esprit, c'est les scandales de dopage en Russie, où là, il y a vraiment eu des actes de menaces, d'intimidation et de représailles au plus haut niveau qui, aujourd'hui, pourraient donner lieu à des sanctions de suspension à vie. Dans le décret de 2021, il y a également des clarifications qui ont été apportées dans 4 autres domaines. En premier lieu, donc au niveau des contrôles, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec le principe de proportionnalité qui est consacré et qui va prendre en compte le niveau des sportifs, notamment au niveau des modalités des contrôles. On a des précisions et des clarifications qui ont été apportées aussi pour les notifications post-contrôle. En la matière, il y a un nouveau standard international de l'AMA qui a aussi été adopté, c'est le standard international pour la gestion des résultats. Nous devons aussi, en Fédération Wallonie-Bruxelles, respecter ce standard et donc nous devons, dans les notifications que nous faisons, respecter tout ce qui se trouve dans ce standard international de gestion de résultats. Un exemple, lorsqu'un sportif sera contrôlé positif et recevra une notification de notre part, alors que ce n'était pas le cas auparavant, désormais, il aura aussi la possibilité d'apporter des explications. Ça ne veut pas dire que son dossier va être arrêté si les explications sont convaincantes. Le dossier va suivre son cours, mais ces explications, elles vont être communiquées plus loin au niveau de la procédure disciplinaire et la CIDD en tiendra compte
notamment pour l'application des sanctions. Des précisions ont aussi été apportées en matière d'AUT au niveau de la compétence de la CAUT. En fait, elle est compétente pour tous les sportifs amateurs et élites de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en résumé. Elle n'est par contre pas compétente pour les sportifs de niveau international. Si, au niveau aussi, une précision a été apportée en matière d'AUT au niveau de la portée des décisions rendues en matière d'AUT. Une AUT délivrée par la CAUT, en fait, a plein effet, a effet juridique direct auprès de tous les autres pays, auprès de leur organisation nationale antidopage. Par contre, s'il s'agit d'un sportif qui était d'abord élite chez nous au niveau de la communauté française, mais qui devient international, eh bien dans ce cas-là et qu'il a reçu une AUT de la CAUT, ce sportif devra s'adresser à sa fédération internationale et ou à un organisateur de grands événements pour s'assurer que l'AUT délivrée par la CAUT est bien valable, est bien reconnue, ou alors, si ce n'est pas le cas, il devra la faire reconnaître par la fédération internationale compétente. Il y a un dernier point que je n'ai pas pu aborder, si on peut revenir sur le slide. Voilà. Une autre précision a été apportée au niveau de la portée des décisions antidopage. Un peu à l'image des AUT, une décision rendue par la CIDD a effet direct et automatique partout dans le monde et dans tous les sports dont la Fédération internationale est signataire du code. Donc voilà, les décisions antidopage ont vraiment un effet très large, d'où l'importance aussi de la plateforme, notamment fait d'accès pour donner plein effet aux décisions antidopage. Parmi les autres lignes de force du décret, Madame la ministre en a parlé tout à l'heure, on a évidemment la sécurité juridique. Nous n'avons modifié dans le nouveau décret que ce qui était absolument nécessaire en vertu du nouveau code et des standards, mais pour le reste, on a essayé vraiment de préserver au maximum cette sécurité juridique. On a aussi voulu maintenir, et c'est le cas, donc c'est le maintien de tous les droits et des possibilités de s'expliquer pour les sportifs, que ce soit en matière de contrôle, d'enquête ou en matière d'AUT. On a le maintien des équilibres entre les acteurs, donc on en a parlé tout à l'heure, les acteurs, ce sont les sportifs, les fédérations, les clubs, l'ONAD et la CIDD. Pour vous donner un exemple de ce maintien d'équilibre, on a voulu absolument garder une distinction claire entre l'organe de contrôle et d'enquête, qui est l'ONAD, et l'organe chargé du suivi disciplinaire et des sanctions, qui est la CIDD. Parce que le nouveau code et les nouveaux standards permettaient à l'ONAD de s'impliquer et de proposer des sanctions. Mais nous avons vraiment voulu garder cette distinction claire entre les contrôles et les sanctions. Et on a aussi le droit confirmé pour tout sportif soupçonné de dopage, donc qui a reçu une notification de notre part selon laquelle il y avait une allégation de violation des règles antidopage à son égard, eh bien, le droit confirmé pour tout sportif soupçonné de dopage d'être entendu par une instance disciplinaire indépendante de l'ONAD, la CIDD. En conclusion, nous avons donc de vraies évolutions, mais pas vraiment de révolution. On a de vraies évolutions en matière d'éducation, on en a parlé et ma collègue Elisa va encore le développer juste après. On a de vraies évolutions en matière de proportionnalité au niveau des contrôles et des sanctions. On a évidemment les objectifs de conformité et de sécurité qui sont les objectifs principaux de cette réforme. Et on a aussi, en résumé, la simplification des catégories pour les sportifs d'élite. Avec ces 4 éléments, vous avez vraiment le résumé de ces modifications du décret de 2021. À présent, je laisse la parole à ma collègue. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie mes collègues et Madame la ministre pour leur intervention et je vous remercie surtout d'être présents aujourd'hui. Je vais terminer en parlant de ce focus sur l'éducation. Pourquoi ce focus? Parce que la réalité actuelle fait que
pour la majorité des sportifs, le premier contact avec le monde de l'antidopage, ce sont les contrôles. Notre souhait, évidemment, c'est que ce premier contact passe à l'éducation plutôt que des contrôles. Pourquoi prévention plutôt que réprimande? Évidemment, c'est vraiment notre objectif. Afin de l'atteindre, cet objectif, chaque organisation antidopage et fédération internationale a dû, à la demande de l'Agence mondiale antidopage, créer et planifier un plan d'éducation. Dans ce plan d'éducation, ont dû être définis des groupes cibles de sportifs qui seraient informés. Pourquoi des groupes cibles différents? Parce que chaque sportif sera informé, formé de manière différente. On ne forme pas un sportif professionnel comme on forme un sportif de 6 ans, un jeune sportif de 6 ans qui ne sait pas encore s'il va développer son envie de faire du sport de manière professionnelle ou juste par passion. Dans ces groupes cibles, 2 étaient imposés par l'Agence mondiale antidopage, donc les sportifs du RTP national des ONAD, donc ici les sportifs de catégorie A, et les sportifs qui terminent une sanction. Donc ces sportifs ont une obligation de formation et d'éducation. D'autres sportifs ont été ajoutés, évidemment, les sportifs de talent, donc les sportifs en dehors de RTP national, qui participent aussi à des compétitions internationales ou des compétitions nationales de haut niveau ou en tant qu'espoir. Les sportifs récréatifs, donc tous les sportifs qui, par exemple, mon collègue Julien en a parlé tout à l'heure, donc tous les sportifs qui ne répondent pas aux critères de section du groupe cible, mais qui sont quand même sportifs et qui pratiquent leur sport de manière très courante et à un niveau semi-professionnel. D'autres types de sportifs aussi, mais aussi surtout le personnel d'encadrement, donc vous, les membres des fédérations sportives, les entraîneurs, les médecins d'équipe et surtout les parents aussi des sportifs qui constituent vraiment un groupe cible important en matière d'éducation. Alors pour chacun de ces groupes cibles, on a dû définir des objectifs précis et que l'on appelle SMART. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être mesurables et réalisables. Donc un exemple d'objectif, c'est pour les sportifs d'élite du RTP national, serait que 100% de ces sportifs reçoivent une formation complète, c'est-à-dire qu'ils traitent de plusieurs thèmes, donc qu'est-ce que le dopage, quelles sont les substances interdites, comment savoir si une substance que j'utilise est interdite ou pas, quelles sont les autorisations à usage thérapeutique, qu'est-ce qu'Adams, comment utiliser Adams, quelles sont les conséquences du dopage, comment faire pour pratiquer mon sport en évitant le dopage, etc., etc. Ces formations devraient avoir lieu en personne ou par appel vidéo comme on le fait aujourd'hui et idéalement dans les 4 premières semaines dans l'entrée dans le RTP. Évidemment, si ce sont des sportifs qui sont dans notre RTP depuis des années, tout ça est adaptable, évidemment. Après cette formation, les sportifs recevraient un certificat. Pourquoi un certificat? Parce que dans certains sports, certaines fédérations internationales ou grands organisateurs d'événements sportifs exigent un certificat pour l'inscription à l'événement. Et également pour éviter les doubles formations. Donc je peux très bien former aujourd'hui un sportif de mon groupe cible national et le lendemain, en participant à une compétition internationale, la fédération internationale exige une formation également, plutôt que de refaire une formation dans les 3 mois après la nôtre, de montrer le certificat qui devrait être accepté par la fédération internationale pour l'événement. Afin d'atteindre ces objectifs, la collaboration avec les fédérations est évidemment indispensable. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, certaines fédérations, même la plupart des fédérations internationales, exigent également un plan d'éducation, ont également leur plan d'éducation, et dans ce cadre, elles ont exigé auprès des fédérations nationales leur propre plan d'éducation. C'est le cas je connais le cas dans certains sports. Donc, est-ce que vous avez aussi un plan d'éducation? Si c'est le cas, ce plan est à partager avec nous pour qu'on puisse adapter nos plans respectifs à nos objectifs respectifs. Est-ce que ces objectifs sont réalistes pour vous à l'échelle de votre fédération? Et surtout, on a besoin de vous pour l'organisation pratique de ces formations puisque vous avez un accès à la communication
plus efficace que nous avec vos sportifs. C'est vous qui avez les contacts avec vos sportifs, c'est vous qui avez les listings de vos sportifs dans telle et telle catégorie. Donc c'est via vous qu'on l'on passerait pour réunir ces sportifs et organiser ces formations. Alors, pour pouvoir organiser ces formations, il va être absolument nécessaire pour l'ONAD de créer et de former un groupe d'éducateurs. Pourquoi? Simplement parce que pour l'instant, nous sommes 2 et avec les formations actuelles, c'est déjà difficilement gérable. Donc, évidemment, nous avons besoin de personnel supplémentaire. Ce personnel serait donc l'équipe de terrain qui irait soit sur le terrain pour donner des formations en personne, soit en visioconférence. Il n'y aurait pas de prérequis. Nous souhaitons juste, pourquoi pas, que ce soit des sportifs ou des personnes de fédération. Donc, l'idée, ce serait par exemple d'avoir un footballeur qui irait parler à des jeunes footballeurs pour atteindre plus facilement les sportifs et le public. Et par contre, une formation serait obligatoire auprès de nous pour pouvoir donner ces formations. Donc, de nouveau, une formation sur tous les thèmes à aborder et la manière d'aborder ces thèmes, avec aussi un certificat délivré par nous qui autoriserait les éducateurs à aller délivrer ces formations. Et enfin, en quoi consistera cette éducation concrètement? En personne, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on fait déjà en majorité. Donc, c'est aller sur le terrain, rencontrer des groupes de jeunes, de sportifs ou de fédérations, et voilà, leur donner une séance d'éducation, une discussion en fait sur les thèmes majeurs liés au sport propre, à l'antidopage. Avec la situation actuelle, ces formations se développent aussi à distance, donc comme aujourd'hui en visio. Que ce soit en personne ou à distance, ce sera délivré par nous ou le groupe d'éducateurs. Ces formations sont aussi disponibles en ligne via des e-learning. Donc, pour la plupart, je pense que vous avez déjà entendu, nous vous avons déjà parlé beaucoup de ADEL, le logiciel de l'Agence mondiale antidopage, qui est une plateforme d'éducation en fait gratuite. Donc les sportifs, les membres des fédérations sportives, les entraîneurs, les médecins, les parents, toute personne peut s'inscrire sur cette plateforme, c'est gratuit, créer un compte et en créant le compte, s'identifier comme sportif, comme entraîneur, comme médecin, et en fonction de cette identification, le contenu sera adapté. Donc si je suis sportif, j'aurai des formations vraiment ciblées, je suis sportif. Si je suis médecin, j'aurai des formations ciblées sur les points d'attention pour le personnel médical. Donc très importante cette plateforme, c'est ce que nous allons utiliser pour une partie des sportifs évidemment, donc comme je le disais, sportifs du RTP national, formation en personne ou à distance, et par contre pour ceux qui constituent la majorité des autres sportifs, on les redirigera vers cette plateforme d'e-learning. Et une autre manière enfin d'atteindre le public, c'est via les brochures, les affiches, les campagnes, et aussi notre présence sur des stands en fait. Si vous avez un événement sportif qui peut accueillir, sur lequel vous autorisez les stands, l'ONAD peut très bien venir tenir un stand et délivrer l'information aux sportifs et parents et spectateurs qui passent. C'est tout à fait possible. Une brochure est en cours de création. Si vous utilisez toujours la brochure orange qui a été créée en 2010, s'il vous plaît, détruisez-la parce qu'elle n'est plus du tout à jour. Entre-temps, il y a une brochure verte qui a été adaptée d'une brochure de l'Agence mondiale antidopage. Vous pouvez encore l'utiliser, mais la 11e violation ne figure pas dedans, donc elle n'est pas complète. Et donc c'est pour ça que nous travaillons sur une brochure actuellement, et également sur des affiches que vous pourrez partager à vos clubs. L'idée étant que ces affiches soient affichées dans les clubs, que ce soit dans les vestiaires ou dans les salles plus publiques au tableau, et ce qui permettra aux sportifs et non sportifs d'avoir ce premier contact à l'antidopage via ces affiches et ces brochures, si nous ne pouvons pas aller sur le terrain à ce moment-là. Voilà, on vous demande juste de rester connecté un maximum. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur le site, vous avez tous les 1er janvier la mise à jour de la liste des interdictions, je vous le rappelle. Donc, tous les 1er janvier,
cette liste est mise à jour. Ce qui était accepté aujourd'hui ne le sera peut-être pas en février 2023. Donc vraiment consulter cette liste et éviter les cas de dopage accidentel juste par un oubli de consultation. Et notre présence sur les réseaux sociaux, sur YouTube et LinkedIn permet vraiment de vous donner une information constante, des rappels sur ce qui est interdit, des rappels sur ce qu'on fait et voilà, les dernières informations le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas vous dire plus longtemps. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, comme l'avait annoncé le docteur Dalloz en début d'intervention, nous allons pouvoir répondre aux questions du chat. Donc, je propose à mon collègue Charles de nous partager les questions qui ont été posées. Oui, alors merci à tous les intervenants. Donc, je voulais juste préciser aux personnes qui étaient arrivées en cours de route qu'elles pouvaient poser leurs questions dans le chat qui se trouve en bas à droite. Donc, la première question était à destination de Elisa. Donc, la question, est-ce que cette présentation, ce PowerPoint, pourrait être partagé aux fédérations pour qu'elles-mêmes l'envoient au club professionnel? Oui, le PowerPoint pourrait être partagé, mais encore mieux, comme nous avons créé un enregistrement de cette réunion, si l'enregistrement a bien fonctionné, il vous sera partagé aussi, soit sur notre site internet, soit via un lien par email, puisqu'il sera trop grand pour l'envoyer par email, mais via un lien par email. Donc, et le PowerPoint et l'enregistrement pourront être partagés. Ok, donc deuxième question, c'est plus à destination de Anne. Donc c'est concernant la liste des personnes suspendues qui est arrivée récemment sur le site internet. Donc la question, est-ce que cette liste reprend les personnes régionales, nationales ou plus internationales? Alors, elle comporte non seulement les sportifs suspendus par notre ONAD, mais également les autres ONAD belges. Donc, nous recevons les fichiers et nous mettons les fichiers à jour. Donc, c'est national, ce n'est pas international. Par contre, chaque ONAD publie. Nous n'avons que les sportifs suspendus de niveau national. Merci. Donc, on a une nouvelle question pour Elisa concernant l'éducation. Donc, la question est, en quoi la formation proposée par l'ONAD est différente que la formation proposée sur ADEL? C'est qu'elle est en personne, c'est que nous privilégions une discussion plutôt qu'une formation théorique. Donc, ce qu'on essaye, c'est vraiment un échange avec les sportifs en leur posant des questions sur ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent des sujets dont on parle et en fonction de leurs réponses, c'est adapter notre discours et notre manière de leur expliquer les différents sujets. La formation en ligne, par contre, permet de stopper à un moment désiré et de reprendre même 3 jours ou 2 semaines plus tard à cet endroit-là. Et voilà, donc les deux ont du positif. Mais... Ok, merci. Bah, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles questions. Ah. Donc, il y a une question, à mon avis, encore une fois, pour Elisa. Donc, il y a la Fédération internationale qui exige aux sportifs et aux entraîneurs de passer les formations via ADEL avant de valider leur licence internationale. Et donc, la question, c'est est-ce qu'ils devront quand même passer une formation via l'ONAD? Non, c'est ça l'idée, c'est vraiment de pas multiplier les formations. Si un sportif a une formation, a déjà une formation via sa fédération internationale, évidemment, on ne va pas lui redonner la même information, sauf si, évidemment, c'était il y a 5 ans. Donc, il y a quand même un délai d'information à garder. Je sais aussi qu'en athlétisme, le programme Iron Clean demande aux sportifs, pour certaines compétitions, de compléter le programme. Donc voilà, non, si la fédération internationale l'exige d'une autre manière, il n'y a vraiment pas de nécessité de dupliquer cette formation. Alors moi j'ai la chance d'avoir des questions en privé, donc je vais quand même vous les donner parce que visiblement on m'envoie des questions en privé malgré que j'ai demandé que ça soit envoyé sur le chat général. Donc on m'a demandé entre autres la fédération, la LFKBMO qui me demande si les sportifs d'élite de leur fédération vont bien passer en catégorie A. Il faut savoir, et Julien, je parle sous couvert de Julien, que
les sportifs qui sont repris comme sportifs d'élite chez nous, il faut voir si la fédération internationale est signataire du code, puisque le code s'applique aux fédérations, aux fédérations nationales par le système de truchement de la fédération internationale qui est signataire du code. C'est juste, Julien. Oui, oui, c'est juste. Donc, il faut faire cette vérification-là. Est-ce que oui ou non, cette fédération-là, sa fédération internationale, est ou non signataire du code? Si c'est le cas, eh bien oui. Alors, il pourrait y avoir des sportifs d'élite qui seraient inclus chez nous. Par contre, si elle n'est pas signataire du code, les sportifs ne vont pas être inclus sportifs d'élite chez nous. Alors, j'ai une deuxième question. On me demande si on prévoit de faire des contrôles dans des organisations non affiliées à une fédération. Bah oui, c'est entre autres la modification qui a été faite précédemment, à savoir que vous soyez affilié ou non affilié, vous pouvez être contrôlé et donc vous retrouver devant la CIDD pour être sanctionné. Bien, je ne sais pas si tu veux apporter une information complémentaire à ce sujet. Non, mais par contre, comme c'était une question privée, j'ai mal entendu le début de la question. Donc, on nous demandait si on prévoyait de faire des contrôles dans des organisations non affiliées à des fédérations. Ah bah oui, alors par contre j'ai entendu ta réponse et je confirme que oui, la distinction affilié-non affilié, ça vaut pour le groupe C, pour les sportifs d'élite. Par contre, effectivement, il y a la possibilité de contrôler des sportifs affiliés, mais aussi des sportifs non affiliés, des sportifs ou alors des sportifs affiliés dont la fédération n'est pas signataire du code, ça existe aussi. Donc voilà, et la CIDD, comme tu l'as dit, est toujours compétente pour le volet disciplinaire et pour les sanctions qui sont les sanctions du code. Je vois la question de Monsieur Delchef dans le chat concernant ce que nous entendons par la contribution des fédérations quand elles n'ont pas encore de plan d'éducation. Nous, on ne vous demande pas d'avoir un plan d'éducation, on vous demande juste de contribuer, de participer activement au nôtre. Donc, si on vient vers vous en vous disant, ben voilà, maintenant on souhaiterait éduquer tous les sportifs qui sont dans telle et telle catégorie ou qui jouent à tel ou tel niveau, est-ce que vous pourriez les réunir pour nous ou les contacter pour nous, puisque avec le RGPD, on ne peut pas forcément vous demander toutes leurs adresses e-mail ou leurs données de contact, ou en tout cas nous mettre en contact avec eux ou nous aider en fait à organiser ces formations, à réunir ces sportifs et voilà. Et ne pas nous mettre des bâtons dans les roues quand on souhaite organiser des formations. Avez-vous d'autres questions? Vous pouvez aussi allumer votre micro pour la Oui. poser si c'est plus facile que de l'écrire dans le chat. Ou lever la main. Ou... Là, allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Après, il sera trop tard pour poser des questions, même si vous pouvez toujours a posteriori nous envoyer des mails. Mais voilà, si on peut vous y répondre en direct, ce sera encore même mieux. Visiblement, tout a l'air d'être clair pour tout le monde. Ou alors vous êtes complètement assommé par les informations qu'on vient de vous donner. C'est l'un ou Madame l'autre. Busselot qui souhaite poser une question. Ben, c'est pas une vraie question peut-être, mais notre fédération internationale exige des sportifs qu'on inscrit le certificat ADEL. Donc là, d'office, tout ce qu'on inscrit, ben, ils doivent avoir l'ADEL, sinon l'inscription ne passe même pas. Ben voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc pour certaines fédérations, une éducation est exigée. Donc ici, c'est via ADEL. N'hésitez pas non plus, si on vient vers vous en disant, ben voilà, on souhaiterait éduquer tous les sportifs de telle catégorie ou de tel niveau, à nous dire, à nous renvoyer un fichier, pas besoin des données de contact, juste les noms et prénoms. Telle et telle personne ont le certificat ADEL et l'ont reçu en 2020, donc pas besoin de formation pour l'instant et voilà, vous pourrez très bien nous répondre ça. C'est justement l'idée, c'est de voir, de ne pas dupliquer la formation, de ne pas dupliquer l'éducation. Donc si certificat il y a, communiquez-nous les noms, comme ça ce sont des sportifs vers qui on n'ira pas et on vous ennuiera plus avec ça.
C'est juste au côté francophone. Ah. C'est juste au côté francophone. Pour l'instant, normalement, c'est des deux côtés, mais voilà. Visiblement, oui. Et c'est même une obligation du code et de son standard de l'éducation. Donc, globalement, ça devrait être implémenté par toutes les agences, en fait. On est peut-être un peu plus rapide. Hein. D'autres questions? Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Oui. nous allons Moi, donc... j'ai Ah. peut-être une question, pardon. Est-ce qu'à l'inverse, une formation donnée par l'ONAD serait reconnue par une fédération internationale? Le standard prévoit la reconnaissance mutuelle, mais c'est une question qu'on peut poser à votre fédération internationale avant de... Ce qu'on pourrait poser à la fédération internationale avant d'entreprendre les démarches de formation chez vous, oui. Merci. Monsieur Burguet, vous avez Oui. une question, je vous écoute. Votre micro est coupé, on n'entend rien. Voilà. Là, vous m'entendez là maintenant? Oui, on vous entend Voilà, très voilà. bien. Excusez-moi. Comme vous savez, à la FCWB, donc dans le cyclisme, nous faisons déjà les formations à partir des juniors. Est-ce que c'est suffisant puisque on estime que à partir de 18 ans, ils sont, enfin, juniors, ils sont en international pour nous. Nous distribuons un document, enfin, je veux dire qu'on demande la présence obligatoire de tous les athlètes qui sont dans la catégorie junior, donc aussi bien dans le BMX, etc. Et ma question c'était vraiment, est-ce que votre document peut être validé pour nous ou est-ce qu'il faut aussi, par exemple, on a peut-être des jeunes qui viendront, qui vont commencer en élite ou en espoir, donc au-delà de 18 ans, est-ce qu'ils doivent suivre cette formation-là aussi? En fait, ça dépendrait du contenu de votre formation parce que nous, on souhaite vraiment un contenu complet. On a vraiment un contenu complet à dispenser aux sportifs à partir d'un certain niveau. Je pense que 18 ans, c'est déjà un niveau assez... Et junior, c'est déjà un niveau assez élevé. Ce qu'on aime bien, c'est commencer un peu avant, comme ça, en insistant sur les valeurs, rappeler un peu les valeurs essentielles du sport et, euh, et lier ça aux contre-valeurs du dopage. Donc, on aime bien commencer vers début d'adolescence pour pouvoir pour faire en sorte que les sportifs acquièrent ces valeurs un peu plus tôt et construisent leur carrière avec ces valeurs-là. Voilà. Il Ok. faut savoir aussi, Monsieur Burguet, que en fait, les formations, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le standard pour l'éducation, mais en fait, les formations, le contenu en tant que tel n'est plus laissé au hasard. Hein. Donc, c'est vraiment, tout est balisé par l'Agence mondiale antidopage. Et d'ailleurs, mes formations en tant que telles, moi, ont déjà été revues par ELISA parce que l'Agence mondiale impose que plein de sujets soient abordés durant ces formations. Donc, ça devient de grosses formations parce qu'on doit tout aborder, quoi. Même des sujets qu'on aurait abordés de façon plus légère avant doivent être abordés de façon beaucoup plus détaillée. Donc, c'est vraiment, comme pour tout, l'AMA balise tout, quoi, et nous prend par la main pour tout, donc de façon à avoir vraiment des formations standardisées. D'accord. Maintenant, ça veut dire que si vous pouvez venir avec nous, nous aider dans les premières formations, ou alors on peut désigner chez nous quelqu'un de notre fédération qui soit responsable pour ces formations-là et qui soit reconnu. Est-ce que c'est possible aussi par après, ou bien il faudra vraiment que ce soit quelqu'un de l'ONAT de Wallonie-Bruxelles? Non, mais comme je disais, on a ce projet d'éducateur, donc une personne de chaque fédération pourrait être désignée, par exemple, pour être en charge de l'éducation et pouvoir dispenser ces formations sans que nous devrions venir, en plus des autres sportifs, des autres personnes qui ne font pas partie des fédérations, qui pourraient venir en soutien pour D'accord. délivrer ces formations. Et oui, pour le contenu, par exemple, un exemple concret, c'est nos élites actuelles. Par manque de temps de la part des sportifs, pour l'instant, on leur donne une formation à Adams, donc au whereabouts, parce que ça prend du temps, ça prend déjà du temps pour qu'ils comprennent comment tout fonctionne.
Et voilà, mais comme l'a dit le docteur Dalloz, le standard exige que certains sujets soient abordés, ils sont listés dans le standard. Et donc, en fait, ces formations à ADAMS ces formations aux élites ne devront plus être limitées à ADAMS, mais devront, s'il faut, durer 1 heure et demie pour qu'ils aient tous les sujets listés dans le standard acquis, quoi. Ok, merci. Merci. Nous avons une question de Eddy Queno. Eddy, est-ce que tu peux me préciser le fond de ta pensée concernant ta question pour être certain que j'ai bien compris que c'était les sportifs de haut niveau ou est-ce que c'est les sportifs qui ont un statut élite chez nous et qui sont sous contrat ADEPS? Pour être certain que je comprenne bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Anne. En fait, effectivement, c'était de se dire, puisque nous, on a des entraînements qui sont organisés avec le groupe complet de nos sportifs sous statut, hein, donc que ce soit SHL, mais il y a aussi ceux qui sont sous contrat. Et bon, on a à peu près 60 personnes qui sont présentes. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'on doit prendre et mettre en place finalement la formation et un référent au sein de notre cellule pédagogique. Et Dieu sait qu'on n'a pas les capacités financières pour toujours avoir des formateurs, ou est-ce qu'on peut compter sur une personne référente de l'ENAP pour organiser une fois une formation pour tous les sportifs? Alors nous, on aime bien avoir des groupes de moins de 20 personnes parce que, comme je l'ai dit, on favorise les échanges et la discussion. Maintenant, on peut très bien venir 3 fois dans un premier temps et comme je l'ai dit, vraiment espérer avoir ce pool d'éducateurs qui pourra venir en renfort et à vous et à nous pour la suite. Donc n'hésitez pas aussi à parler au sein de vos fédérations ou à vos sportifs ou anciens sportifs de ce projet d'éducateur qui pourra renforcer notre équipe de terrain et répondre plus rapidement et plus facilement à vos demandes aussi. Mais n'hésitez pas, concrètement, n'hésitez pas à faire la demande pour vos sportifs. On peut l'organiser en 3 fois sans problème. Et on fera ça, on essaiera de faire ça rapidement. Mais en fait, Eddy, on fait vraiment, comme dit Elisa, des petits groupes parce que c'est vraiment une discussion. Et donc, globalement, quand ce sont des grands groupes, comme moi je fais avec les entraîneurs à la DEPS, c'est assez insupportable à donner parce que vu que c'est une discussion, ça va dans tous les sens. Globalement, il y en a qui n'osent pas prendre la parole, il y en a d'autres qui la prennent de trop. Et donc, c'est ça qu'on limite le groupe. Comme ça, tout le monde prend part vraiment à la formation et est vraiment impliqué dedans, quoi. Oui, ce qu'on fera évidemment, alors c'est peut-être ne reprendre dans un premier groupe que les ESI, enfin les ES aujourd'hui et les sportifs de haut niveau, ce qui va limiter le groupe entre 15 et 20. Et puis on peut faire deux séances avec les deux autres groupes qui sont plus conséquents. Ok, parfait, merci Il y a bien. aussi, il y a aussi les jeunes, enfin tu vois, avec les parents et tout, parce que aussi, bon, bah, c'est important aussi d'informer les parents. Donc globalement, le travail est très grand, hein. Dire qu'il faut développer l'éducation et faire de l'éducation la première approche, c'est beau, mais c'est titanesque, hein. C'est beaucoup plus facile d'aller avec un petit pot leur faire pipi, c'est beaucoup plus facile. Donc, globalement, voilà, on essaye de mettre tout en place et on essaye de vous aider, on essaye de mettre en place ce pool d'éducateurs. Mais bon, Rome ne s'est pas fait en un jour et tout ce pool d'éducateurs ne va pas être fait dès demain, malheureusement. Ok, merci. D'autres questions? J'ai l'impression que je n'en vois plus. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Écoutez, si c'est clair pour tout le monde, on va donc mettre un terme à cette formation. Si par contre, dans l'heure qui vient, vous vous souvenez d'une question en vous disant « Zut, je n'ai pas posé la question », ben écoutez, vous connaissez nos adresses mail, vous connaissez nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à revenir vers nous. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bête question. Je préfère une question, voilà, ou avec une réponse simple. Comme je dis toujours aux sportifs, comme avec les médicaments, n'hésitez jamais. Sachez que je réponds très très vite pour les médicaments parce que je ne veux pas laisser les gens dans le doute concernant un traitement ou une demande d'AUT. Voilà, on fait notre possible pour vous répondre au plus vite et de la manière la plus complète possible. Donc voilà, n'hésitez jamais, jamais, jamais.
Même si vous pensez que votre question est bête, posez-la quand même. Je préfère une bête question que pas de question du tout, et puis qu'on aille faire une bêtise après. Voilà, donc je vais vous abandonner. Juste une dernière Ah, précision, oui. pardon. Ça arrive souvent que des sportifs qui ont des questions soient renvoyés vers l'ADEPS. Si vous pouviez les diriger vers nous plutôt que l'ADEPS, parce que l'ADEPS n'a pas forcément les dernières informations concernant nos activités ou la manière, par exemple ici vous voyez tout ce qui concerne les groupes cibles vient de changer. Donc vraiment renvoyer les sportifs vers nous plutôt que l'ADEPS, c'est quand même nous finalement l'organisation antidopage. Donc les questions dopage vont vers l'organisation antidopage. Comme ça, les informations sont claires pour tout le monde et actualisées pour tout le monde. Voilà, merci. D'autant que beaucoup pensent encore que l'ONAD est à l'ADEPS. Or, l'ONAD n'a strictement rien à voir avec l'ADEPS. Donc, c'est vraiment deux entités totalement différentes. Donc, en matière de dopage, de grâce, c'est chez nous que les informations doivent être prises et pas ailleurs. Voilà. Sur ce, je vais mettre fin à cette session d'information. Je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère la prochaine fois que je vous verrai en vrai et non pas par une interface web. Donc, on va croiser les doigts pour que la prochaine séance d'information ce soit en vrai. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.